Bonjour à tous. Nous allons commencer bientôt ce webinaire dédié aux directions de la transformation dans les organisations publiques. Je vous propose d'attendre une seconde avant de se lancer dans nos échanges. Je vous propose d'y aller ensemble pour partager cette heure de manière optimale. Alors, je suis très heureux de vous accueillir pour aussi nombreux pour ce webinaire qui est dédié aux directions de la transformation dans les organisations publiques. Encore plus nombreux dans quelques minutes. Je vais nous présenter rapidement dans un premier temps. Je suis Nicolas Bosset, directeur associé et j'anime particulièrement la communauté secteur public de Juliette Sterben et je serai aujourd'hui pour animer ce webinaire accompagné de Laurent Bonnefoy, mon collègue. Ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Juliette Sterben, nous sommes un cabinet de conseil français qui est dans le domaine de la transformation et de l'innovation. Nous avons un peu plus de 400 collaborateurs qui accompagnent des décideurs à la fois publics et privés dans le cadre de la préparation, la mise en œuvre des stratégies de transformation et d'action. Nos expertises s'articulent essentiellement autour de 4 enjeux, tout ce qui relève des enjeux métiers, les enjeux organisationnels numériques et également avec des savoir-faire spécifiques autour de tout ce qui relève de la transformation humaine. Voilà. Ce que je vous propose désormais, c'est de rentrer dans notre thématique du jour sur la direction de la transformation. À travers le terme que nous avons utilisé, direction de la transformation, ce terme un peu générique, nous avons retenu se trouvent différentes réalités. Direction de la transformation, pôle accompagnement, conseil optimisation, mission innovation, direction de l'administration continue, direction de l'accompagnement du changement. Bref, on voit qu'à travers ces différentes entités qui sont en charge d'accompagner, de mettre en place les transformations dans les organisations publiques, se trouvent des réalités extrêmement variées à travers leur rôle, leur mission, les ressources et les compétences qui sont mobilisées. Les positionnements même au sein des structures et face à des réponses, à des enjeux, à des contextes qui sont propres à chacune de ces entités. Pour apporter un éclairage aux responsables de ces organisations, mais aussi comme aux décideurs publics qui parfois peuvent s'interroger sur l'opportunité de mettre en place des structures dédiées à l'accompagnement de ces transformations. Nous sommes engagés dans l'élaboration d'un livre blanc qui vise à présenter ces organisations dédiées à l'accompagnement des transformations. Nous avons recueilli dans ce contexte-là 12 témoignages de structures publiques variées. Je me permets de les citer. Il s'agit du département du Val d'Oise et du Pas-de-Calais, de la région Île-de-France, la région Bretagne-Nouvelle-Aquitaine, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Université de Bordeaux, Radio France, l'assurance retraite Pôle emploi, et on a pris un petit peu de hauteur en interrogeant également le CNES, le Centre national d'études spatiales, ainsi que l'Agence européenne spatiale. Et donc, dans ce livre blanc, nous avons recueilli 12 témoignages de ces entités qui ont des structures dédiées à l'accompagnement des transformations et de l'innovation publique. Et nous aurons plaisir de vous transmettre dans les prochains jours ce livre blanc, où vous pourrez également le télécharger sur notre site. Donc ce livre accessible dès cet après-midi. Voilà pour l'introduction que je voulais faire sur ce terrain, sachant que pour entrer dans le vif du sujet, on a donc décidé de mettre en place ce webinaire avec 3 grands témoins qui ont eu déjà une contribution dans le livre blanc et qu'on remercie vivement pour participer à ce webinaire et apporter leur témoignage. Je les présente très rapidement, mais ils pourront au fil de notre échange, préciser évidemment leur périmètre. Donc Céline Boigné, qui est directrice en charge de la mission d'accompagnement chez Radio France et qui est, je crois, en direct du studio 104, c'est ça, aujourd'hui? C'est ça, exactement. Fabienne Schall, qui est directrice générale adjointe en charge des ressources humaines à la région Île-de-France et au sein de laquelle est positionnée une direction de la transformation qui est portée par Lise Borlioz. Bonjour.
et Jérôme Friteau, qui est directeur des relations humaines et de la transformation de la CNAV, la Caisse nationale de la branche assurance retraite du régime général. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, je vous remercie vivement de participer à ce webinaire. Il va se dérouler en 2 temps. Un premier temps d'échange, une demi-heure avec vous, et que j'animerai autour d'un certain nombre de thématiques que je vais vous adresser. Et durant cette période, je vous invite, participants, à poser vos questions sur le webinaire. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez le faire. Durant cette période, vous aurez la capacité à poser des questions. Et donc, dans un second temps, on prendra une vingtaine de minutes pour y répondre, du moins à certaines d'entre elles. Laurent Bonnefoy s'attachera à les sélectionner, surtout interagir directement avec Céline, Fabienne et Jérôme. Voilà. Pour le fonctionnement, les micros sont coupés. Si vous n'entendez pas, vous pouvez cliquer sur la petite fiche pour ouvrir le panneau. Et donc, vous avez, comme je l'évoquais à l'instant, un petit espace pour adresser les questions directement. Laurent Bonnefoy s'attachera à les synthétiser et on les retraitera donc en deuxième partie de ce webinaire. Voilà pour ma petite introduction et maintenant je vous propose d'aller à la rencontre des directions de la transformation, tout du moins à travers nos trois intervenants, avec un premier sujet que je souhaiterais poser avec vous, qui concerne les conditions et surtout les motivations qui ont permis la mise en place de ces directions de transformation ou des entités qui vous sont propres. Pourquoi on décide de mettre en place une entité? Qu'est-ce qui a pu être un facteur déterminant dans la mise en place de cette activité, de cette expertise? Alors, je vais m'adresser peut-être dans un premier temps à Céline Boignier, qui donc en charge de la mission accompagnement à la transformation, qui a été créée en septembre 2018. Est-ce que vous pouvez, Céline, nous expliquer un petit peu le contexte de la mise en place de cette entité? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, depuis septembre 2018, Radio France a créé cette mission d'accompagnement de la transformation. J'ai envie de dire pour répondre à 3 enjeux. Le premier, c'était d'assumer la volonté de lancer un projet d'entreprise majeur avec des transformations profondes, donc l'afficher de manière assumée. Un deuxième objectif qui était celui d'avoir une force de frappe pour accompagner ce projet de transformation. Et le troisième objectif, avoir une force de coordination. Quand je parle du premier point qui est d'assumer cette volonté de transformation, en septembre 2018, on se situe quelques mois après la nomination de Sybille Veil à la présidence de Radio France, qui avait d'ores et déjà, dans le cadre de ses auditions au CSA, posé les bases finalement du projet stratégique qu'elle voyait pour Radio France. Et en septembre, on a posé une première son organisation, sa vision de Radio France pour mener à bien son projet. Et donc, avec cette volonté d'afficher directement cette entité qui lui est rattachée hiérarchiquement, donc vraiment d'assumer à la fois vis-à-vis de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de nos tutelles cette volonté. Je parlais aussi d'une force de frappe. Nous sommes aujourd'hui, alors certes, une équipe resserrée de 5 personnes, mais une équipe qui permet de concilier des compétences à la fois corps de métier de Radio France et aussi méthodologiques d'accompagnement. Mais je pense que ça fera l'objet d'une question un petit peu plus loin dans le cadre de nos échanges. Et une force de coordination parce que le projet dont on parle, qui se nomme Radio France 2022, c'est un projet à la fois extrêmement large parce qu'il touche l'ensemble de l'entreprise, multiforme parce qu'il porte des composantes de toute nature. On a des enjeux de transformation d'organisation, d'outils, de compétences, de culture de travail, de management, etc. Donc, qui est extrêmement protéiforme et qu'il faut être en capacité de coordonner, le tout dans un délai qui est très serré, qui nous emmène en gros à le mettre en œuvre sur 2 ans. Donc voilà en fait le contexte en 2018 de la création de cette entité à part entière. Voilà pour Radio France. Merci Céline. Fabienne, le point de départ de la mise en place de la direction de la transformation sur la région Île-de-France, elle relève notamment d'un grand projet de déménagement de la région sur le site de Saint-Ouen. Tout à fait. Voilà, pour nous, tout a démarré avec le projet immobilier
qui a été vraiment utilisé comme un levier de transformation totale et majeur. Donc c'est en 2016 que la décision a été prise de déménager les 11 sites de la région Île-de-France, les 11 sites parisiens, et de réunir tout le monde à Saint-Ouen dans un seul bâtiment. Et on a fait ça en 2 ans. Donc on avait absolument besoin d'une équipe dédiée. C'était une équipe qu'on appelait à l'époque emménagement. Et c'est de là que toutes les transformations sont parties parce que c'était un très bon moyen de faire, d'incarner et de faire toucher du doigt et visualiser toute la transformation que nous voulions mettre en œuvre. Donc, avec un projet immobilier, on a pu travailler sur tous les axes de simplification, de réinvention du travail, tout ça pour donner du sens et une dynamique. Donc, c'était un projet de transformation managériale. On a mis en place le numérique, le télétravail. Évidemment, on a revisité toutes les questions de management. Tout ça à partir donc d'un projet immobilier. Et ensuite, on a pérennisé évidemment la structure de transformation qui est devenue une direction de la transformation auprès de moi, donc auprès des ressources humaines. Et l'objectif de cette direction de la transformation, c'est bien sûr d'être un aiguillon pour toujours être une étape devant. Et encore une fois, l'objectif de la direction de la transformation, c'est de réinventer le travail, de simplifier, de redonner du sens et de rapprocher l'administration du terrain des administrés. Cette réinvention du travail légitime totalement le fait que cette direction de la transformation soit au sein même de la DGA-RH. Absolument. La plupart des projets sur lesquels nous travaillons impliquent vraiment de travailler au plus près des équipes d'abord et pour être au plus près des métiers et pour être voilà, notre devise, si vous voulez, c'est ceux qui font sont ceux qui savent. Donc et tout passe par finalement le travail, la définition du travail, la définition du management, qu'est-ce que c'est que accompagner des équipes, etc. Donc pour nous, c'était tout à fait logique de placer cette transformation au sein des RH. Très bien, merci. Alors, Jérôme, on est aussi dans un cas de figure à la fois un peu différent et en même temps, là aussi très proche des RH, hein, puisque la mise en place de la direction des relations humaines et de la transformation, également mis en place en 2018, hein, trouve son origine à la base dans une reconfiguration de la fonction RH, plus d'autres enjeux de transformation apportés, l'assurance retraite. Oui, tout à fait. Alors, je resitue l'assurance retraite parce qu'on est toujours un peu méconnu. Donc, on est le premier opérateur de retraite en France pour les salariés du privé, la retraite de base. Donc, répartie sur 15 entités. La CNAV, qui est la Caisse nationale, est le premier opérateur de la retraite en Île-de-France. Et puis les CARSAT dans les différentes régions. Et au total, 14 000 collaborateurs. Moi, ce qui a forcément un peu guidé la réflexion, c'est qu'en 2018, au-delà de mes responsabilités de DRH de l'entité CNAV, j'ai pris la responsabilité d'animer le réseau RH des CARSAT, qui sont des employeurs hein, juridiquement. Et on a pu observer quand même ces dernières années une très forte accélération, je pense comme toutes les entités de secteur public, hein, des différentes transformations. À la fois par des projets de transformation d'origine réglementaire, des gros sujets de transformation IT, etc., qui accéléraient vraiment dans leur rythme, au-delà des réflexions qui commençaient à se poser déjà sur la réforme des retraites. Et puis, on a eu un élément extrêmement déterminant qui a été l'intégration du régime social des indépendants, dont vous avez vraisemblablement entendu parler, puisque c'était dans le programme électoral du président de la République, donc l'intégration au régime général du RSI, qui, pour des entités comme les nôtres, qui ne sont pas complètement habituées à des fusions-absorptions ou autre vocabulaire, ce type plutôt réservé au secteur privé, il a fallu en quelques mois intégrer donc 1700 collaborateurs sur l'ensemble de l'assurance retraite, 350 rien que pour la CNAV, et ça portait quand même
Un petit blocage à voilà. Nous retrouver. On a un petit blocage avec Jérôme. C'est les aléas du direct, comme on dit. Bon, c'est pas grave, Jérôme va nous rejoindre, il pourra compléter son propos. Peut-être pour revenir sur ce sujet de la création, on évoquait, et c'était le cas d'ailleurs pour vous trois, des entités finalement qui ont été mises en place en 2018, donc assez récemment, elles ont un peu plus de 2 ans, et avec des buts initiaux que vous avez évoqués, hein, qui justifient leur création par l'aménagement à un nouveau projet stratégique, des questions de fusion qu'évoquait Jérôme à l'instant. J'aimerais avoir votre vision sur la façon dont on peut accompagner. Jérôme nous a rejoint. Allô Jérôme, un problème avec le son. N'hésite pas à venir quand tu auras. Ça y est, tu nous entends? Ça y est, ouais, je vous entends. Je crois que je vous ai perdu un petit instant. Ouais. Voilà, exactement. Bah écoute, vas-y. Continue. Excusez. Pourtant, la connexion est bonne, c'est bizarre. Bref, donc effectivement, on a profité de ce moment de forte transformation qui, pour nous aussi, au sein de la DRH, constitue une opportunité pour développer un certain nombre de fonctions qui pouvaient se rattacher à la mission de transformation pour créer finalement cette entité mixte, hybride, RH, transformation, au sein même de la DRH, qui est devenue la direction des relations humaines et de la transformation, avec une double hybridation à la fois sur une dimension opérationnelle pour la CNAV, mais aussi d'accompagnement des DRH des CARSAT. Voilà un peu le contexte de création. Et pas de création en tant que telle d'une entité spécifique, parce que ça, on avait, je dirais, pas les moyens de se l'offrir. On a plutôt intégré complètement la transformation dans nos cœurs de métier en les développant. Oui, c'est un modèle intégré, plus hybride dans la façon d'aborder l'accompagnement des transformations au sein d'une direction RH. Je disais effectivement trois entités qui ont été créées finalement assez récemment, et en même temps par rapport à ce qui a justifié cette création, il y a eu des évolutions. Ce que je voudrais aborder avec vous, c'est la façon dont l'offre de service, le positionnement a pu justement être amené à changer, à évoluer au cours de ces finalement souvent assez court, hein, sur les 3 ans, en regard de nouveaux enjeux peut-être qui se posaient face aux projets propres de vos entités. Fabienne, est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à un projet de déménagement, on a compris, hein, initial, après vous avez évolué vers les comment cette évolution-là, dans les savoir-faire, dans le positionnement, s'est mise en place? Tout à fait. Alors, je dois vous dire très, très honnêtement que le projet de déménagement n'était pas très populaire parmi les agents du siège en 2016. Et donc, la première mission de la mission aménagement et la direction de la transformation, c'était vraiment de garder le focus, c'est-à-dire de rester concentré sur nos objectifs, donc de créer un nouveau siège complètement nouveau, mais à la pointe de la modernité. On demandait à nos agents un effort, celui de quitter le centre de Paris, et en contrepartie, on voulait vraiment être un laboratoire d'une administration transformée, parce que nous pensons que l'administration régionale a notamment pour mission d'accompagner voilà, nos administrés toute de France vers ce que sera la société de demain. Donc on était très ambitieux et en même temps on était confronté à une grande résistance en interne. Donc l'équipe transformation était là pour garder le cap, garder l'objectif avec bonne humeur et entrain, et puis en même temps absorber tout mécontentement et répondre systématiquement et avec toujours une extrême bienveillance à toutes les interrogations et toutes les oppositions des agents. Et puis maintenant, on est passé évidemment dans quelque chose qui est complètement différent, et la direction de la transformation est parfaitement acceptée et reconnue
par l'ensemble des agents et a vraiment un rôle d'accompagnement vers tout ce qui est un petit peu nouveau. Donc évidemment, typiquement dans les confinements, quand on passe à 100% télétravail, eh bien la direction de la transformation est là pour formaliser toutes les méthodes d'accompagnement du management à distance, mais aussi bien en soutien technique, voilà, pour organiser ce que vous faites aujourd'hui, des webinaires que nous devons faire nous aussi, des grandes conférences avec nos parties prenantes sur tout le territoire, etc. Donc voilà, la direction de la transformation est passée d'un noyau dur de, de, qui était là pour tenir le cap et absorber toutes les résistances à vraiment une direction soutien qui intervient dans tous les pôles, dans toutes les directions, y compris dans les thèmes de simplification, etc. Jérôme, sur la mutation de la direction, on disait tout à l'heure, le RSI a été un des facteurs aussi majeurs. On ne va pas dire que c'est tout derrière, mais il y a encore certaines choses faites, mais vous avez d'autres enjeux à traiter. Comment a évolué, comment a muté, je dirais, cette fonction, cette prise en charge de cette mission d'accompagnement de transformation au sein de la direction? Alors, pour nous, la peinture est encore fraîche, hein. On a 2 ans d'existence dans ce nouveau modèle hybride. Comme je le disais, on a été très occupé sur la première année à accompagner les directions dans leur évolution structurelle, leur évolution organisationnelle, les éventuelles créations, évolution de métier, accompagnement managérial finalement avec des entités qui, comme souvent dans le secteur public, hein, sont bâties sur des bases très pyramidales, hein, avec des lignes assez étoffées. Donc, comment intégrer du monde aussi sans allonger d'interminables lignes managériales, définir des rôles précis pour les différentes strates managériales, etc. Donc, on a beaucoup évolué, avancé là-dessus pour essayer aussi de porter au plus haut niveau les points d'attention très marqués des salariés qui évoluent quand même beaucoup sur leur demande de participation à ces projets de transformation. Et c'est vrai que les directions métiers, historiquement, ne savaient pas forcément comment s'y prendre pour développer du participatif à grosse échelle. Donc, on essaye d'homogénéiser un peu les pratiques là-dessus. Ça a démarré vraiment comme ça sur la première année. Pour aussi homogénéiser notre capacité à présenter, notamment aux IRP dans le cadre du dialogue social, des méthodes de conduite de transformation qui sont à peu près homogènes, qui sont trop marquées par les individualités des différents directeurs, et puis du coup garantir une vraie qualité dans, on va dire, notre capacité à conduire ces transformations. Je dirais que ça a un peu muté évidemment avec cette année bien singulière 2020. Alors évidemment, il a fallu accompagner notamment toute la communauté managériale sur ce télétravail forcé, ce full remote, c'est-à-dire voilà, à un moment donné, tous les salariés en distanciel. On avait une culture du télétravail depuis 2014, mais avec une montée en charge plutôt progressive, hein. On était à 800 télétravailleurs, un système de souplesse organisationnelle pour les cadres qui, peu ou prou, nous amenait à peu près à la moitié de salariés qui étaient partiellement à distance. Là, on bascule tout le monde d'un seul coup, donc beaucoup d'accompagnement de ça. Et je dirais que maintenant, les entités transformation s'intéressent beaucoup au bilan de tout ça pour essayer de construire le modèle hybride qu'on essaye de penser pour demain. Et d'ailleurs, la négociation est déjà entamée avec les partenaires sociaux, avec les difficultés que ça comporte de négocier à distance, hein, mais pour le coup, on est en train d'essayer de construire ce modèle tout en continuant à avoir en perspective les transformations qui s'annoncent, que ce soit dans le cadre d'une future réforme des retraites ou en tout cas de rapprochement de régime. On a notamment avec l'Agir Carco des projets communs, et l'entité transformation essaye, avec une collaboration qu'on a mise en place avec des chercheurs, de tirer les enseignements
de cette crise sanitaire, sur notre capacité de prise de décision pendant la crise, les différents circuits, quelles ont été les délégations qui ont été mises en place. C'est le prétexte aussi pour qu'on se connaisse mieux, qu'on essaye d'instaurer une éventuelle culture commune et qu'on essaye de converger sans pour autant qu'il y ait de projets structurels de rapprochement. On n'est pas là du tout et c'est même pas à l'ordre du jour, mais en tout cas, on va être amené à collaborer beaucoup plus demain. Donc, autant qu'on se connaisse mieux et qu'on se rapproche. Voilà des exemples un peu précis de travaux sur lesquels on est amené à travailler. Et puis, bien sûr, globalement, c'est toujours des enjeux de transformation managériale, d'accompagnement de la transformation digitale qui a été quand même largement accélérée. L'entité DRHT n'est pas la seule à la manœuvre. Nous, on accompagne vraiment l'humain sur la dimension transformation, mais on a bien sûr le soutien, l'appui de la DSI sur les enjeux de développement technique, de la direction de l'innovation avec laquelle on travaille beaucoup sur les méthodes d'animation d'intelligence collective. Et aussi de la direction de la communication qui nécessairement va muter dans les prochaines années. Donc, je dirais que c'est cet écosystème-là qui crée aussi la transformation au-delà de la stricte entité au sein de la DRHT, qui est une toute petite entité et qui s'appuie beaucoup sur du travail en matriciel, c'est-à-dire vraiment de la transversalité avec les spécialistes, avec les experts de chaque domaine. Oui, ça s'inscrit dans un écosystème avec différentes parties prenantes pour pouvoir délivrer les projets de transformation. Exactement. Et typiquement, par contre, une entité qu'on a créée de toutes pièces en capitalisant notamment sur l'intégration RSI, c'est un pôle analyse data RH que j'associe vraiment fortement à la transformation parce qu'aujourd'hui, la data est un aiguillon très puissant pour essayer de procéder au bon diagnostic, d'essayer de bousculer un peu la prise de décision en intégrant un peu plus le facteur humain aussi dans les décisions stratégiques. Et je dirais que ce pôle data nous permet de construire des outils rapidement, par exemple, en ce moment, on est en train de mettre en place pour toute la France, quasiment toute la France, un baromètre social digital qui va nous permettre d'intégrer les ressentis collaborateurs pour l'ajustement des plans d'action et des plans de communication dans le cadre de cette fin de gestion de crise qui quand même s'éternise un peu. C'est aussi ça que moi je voulais positionner comme un acteur fort de la transformation. Oui, merci Jérôme. Dans le cas de Radio France, ce que vous évoquez ici, c'est qu'il y a eu une première phase de conception du projet qui est déclinée du projet d'entreprise Radio France 2, et là vous rentrez dans une phase de mise en œuvre. Comment se déroule cette évolution, cette transformation de la mission accompagnement des transformations? On est en véritable transition, en effet, parce que quand on a affiché une mission d'accompagnement de la transformation, il y a eu une espèce de paradoxe au sein de l'entreprise parce que les gens nous disaient, mais attendez, on se transforme déjà tout le temps au quotidien. Et puis vous êtes en train de faire un travail de structuration, Jérôme parlait de définir des cadres qui soient communs et des façons de faire qui soient homogènes le plus possible dans l'entreprise. Il faut savoir que Radio France, c'est 7 chaînes. Et cette chaîne, cette antenne de radio, et ce sont aussi de nombreuses directions transverses au service des métiers cœur de radio. Et donc déjà, l'organisation matricielle de Radio France fait que notre première étape a été de structurer les projets et d'essayer de définir un cadre commun, une façon d'en parler qui puisse être commune, de telle sorte à ce que les collaborateurs, quand ils reçoivent les messages, ce soit quelque chose de cohérent et qu'ils puissent aussi se retrouver dans ce que leurs camarades peuvent dire à côté, enfin leurs collègues, pardon, dans les autres entités. Donc ce premier travail très méthodologique a fait que notre structure d'équipe était très orientée comme ça finalement, et notre offre aussi forcément. Et donc là, après 2 ans de fonctionnement, on a fait un bilan en disant voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui nous semble à pérenniser et qu'est-ce qui va nous manquer pour la mise en œuvre. Donc on est pile là-dedans effectivement, Nicolas, et on a donc repensé à partir de maintenant comment on allait faire la mise en œuvre et justement tout ce qu'on allait développer dans notre offre plus fortement, en tout cas de manière plus visible, s'agissant de l'accompagnement des managers, s'agissant de l'accompagnement de la mise en œuvre en termes de changement, tous ces aspects-là.
Et en cours de route, Jérôme l'évoquait aussi, cette crise sanitaire, où là, nous, ça a été un élément déclencheur pour passer presque au-delà du cadre du projet Radio France 2022. C'est vrai que nous, notre entité s'appelle Mission, donc ça peut donner dans l'esprit quelque chose qui a un début et une fin, c'est une mission. Et pour autant, avec la crise sanitaire qui a un petit peu mis en suspens les échanges propres au projet Radio France 2022, on a énormément été sollicité pour justement voir ce qu'on pouvait apprendre de la gestion de cette crise au global pour l'amélioration continue finalement de nos fonctionnements. Et cette brique nouvelle par rapport à notre positionnement et notre rôle est venue compléter notre offre de service et donne un peu plus de perspective à long terme sur l'évolution possible justement d'une mission d'accompagnement de la transfo qui à terme, je ne présage pas de l'avenir bien entendu, mais pourrait justement aller vers de l'amélioration continue, de la modernisation, de l'accompagnement de projets transverses. Et ça, c'est vrai que la crise sanitaire a permis d'accélérer finalement cette réflexion, là où je pense qu'on l'aurait eu finalement que dans un an. On a déjà pu l'avoir maintenant et engager d'ores et déjà, en parallèle de cette préparation de transfo d'entreprise, engager déjà des actions concrètes pour accompagner les managers, pour accompagner justement ce télétravail forcé, la prise en main des usages et outils collaboratifs, etc., de manière très pragmatique et concrète terrain et qui, je pense, est un des gages de la réussite d'une offre d'une mission d'accompagnement à la transfo. Oui, c'est clair. Ce qu'on voit à travers vos trois exemples, c'est qu'à la fois vous êtes des organisations très différentes, qui sont loin d'être figées, qui doivent démontrer une forme d'agilité. Les événements particuliers de cette année le témoignent, et des évolutions en termes de mode de fonctionnement, d'offres de services qui doivent accompagner l'organisation, ses projets, sa maturité aussi en termes de conduite de ces sujets de transformation. Vous avez évoqué à l'instant dans des échanges la question de l'articulation de la collaboration avec les clients internes, avec les agents, avec les différentes parties prenantes. C'est un sujet qui revient souvent dans les échanges qu'on a eus avec des impliqués en charge de la transformation, les modes de fonctionnement qu'on doit avoir avec nos parties prenantes et notamment nos clients internes, avec une remarque qui a souvent été soulignée en disant c'est pas forcément le sujet simple de trouver la bonne posture. Je voulais vous faire réagir là-dessus, peut-être Jérôme. Pour commencer, comment trouver un bon positionnement dans cet accompagnement de transformation au sein de l'organisation? Alors effectivement, tu l'as dit Nicolas, c'est l'enjeu majeur pour avoir une direction de la transformation qui ne soit pas cosmétique et en même temps qui ne soit pas non plus en leadership sur les projets de transformation pour développer les compétences et rendre autonomes, on va dire, les directions dans leur méthode. Donc, je dirais que pour moi, le positionnement clé, c'est déjà une forme de discrétion par rapport à l'appui des différentes directions dans leur projet de transformation. Il faut, à mon sens, en tout cas, nous, c'est le parti qu'on a pris, c'est d'intervenir vraiment en consultant interne pour positionner mieux les porteurs de projets, les porteurs de transformation, notamment structurelle, sur la gestion de leur programme. Et donc, on est là en conseil, en accompagnement, éventuellement en animation, mais le moins possible pour les faire monter en compétences, pouvoir les conseiller évidemment sur les programmes d'accompagnement, etc., y compris en intégrant du coaching, etc., qui est une offre de service qu'on a développée au sein de la DRHT sur notamment les managers. Mais alors, c'est sûr que en mettant la transformation au cœur d'une DRH, on a cette légitimité d'intervention intrinsèque, c'est-à-dire que pour autant, historiquement, on intervenait beaucoup parce qu'on était un passage incontournable pour le passage des grosses réorganisations devant les IRP. Par contre, ce que je veux plus, moi, c'est être le point de passage simplement obligatoire pour valider un dossier et puis essayer de faire en sorte qu'il passe le mieux possible vis-à-vis des organisations syndicales. On essaye d'intervenir beaucoup plus en amont et pour qu'on nous sollicite le plus en amont possible, évidemment, il faut que on soit des facilitateurs et pas des empêcheurs de tourner en rond. Ça, c'est évidemment un élément clé.
L'autre sujet, et là ça concerne pour moi plus la dimension groupe, entre guillemets, en tout cas la dimension réseau, c'est sur les très gros projets métiers, c'est intervenir dès le démarrage du projet métier pour pouvoir, pour éviter, comme souvent finalement, d'intervenir un peu en aval de l'accompagnement du changement sur une phase qui est souvent corrélée à l'enjeu de communication. Essayer d'analyser avec les directions métiers sur un projet, par exemple, qui va viser à changer en profondeur des manières de faire sur le métier et un outil, un vrai outil d'accompagnement, pouvoir analyser les transformations métiers corrélées, voir un peu ce que ça va changer dans les organisations de travail pour pouvoir marcher main dans la main avec la direction métier qui porte le sujet et pouvoir intégrer le facteur humain dans cette transformation purement métier ou outil pour bien accompagner tout au long du projet qui est souvent sur 18 mois, 2 ans, les organisations, les managers sur chacune des lignes managériales, etc. Après, il y a des projets qu'on va porter plus en propre. On parlait de mutation du travail tout à l'heure, que ce soit sur l'aménagement des organisations de travail au sens horaire ou que ce soit sur les mutations du travail de type nomadisme, travail à distance, hybridation. Là, on va être plus en direct, mais parce que aussi une DRH est légitime à intervenir sur ces sujets-là. Projet. C'est très clair. Est-ce que, alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées. N'hésitez pas à continuer. On va les aborder. Il faudrait qu'on se fasse un peu de temps là-dessus. Est-ce que sur ce point, Fabienne, Céline, vous souhaitiez préciser des éléments en regardant votre expérience sur les bonnes pratiques de collaboration avec les clients internes et parties prenantes? Oui, je crois que de toute façon, la direction de la transformation n'est pas vouée, enfin, vous voyez, à être appréciée. Grosso modo, quand on dit transformation, c'est changement, et le changement, c'est pas quelque chose qui est naturel pour l'être humain. Donc, à partir du moment où on a une direction de la transformation, où on a un petit peu du poil à gratter et on sait que, voilà, on veut bousculer un petit peu tout le monde, on veut re-questionner les process, on veut changer, améliorer, etc. Mais ensuite, je pense que pour que la direction de la transformation soit acceptée, il faut qu'elle fasse la preuve de son utilité. Et la preuve de son utilité, elle l'apporte. Dans notre cas, c'était quand on a déménagé et finalement, à force de répondre à toutes les interrogations de nos collaborateurs, et on avait recensé plus de 3000 questions, je crois, voilà, tout le monde a fini par se rendre compte que voilà, tout problème trouvait solution. Et puis ensuite, maintenant, c'est vraiment impulser une dynamique positive. C'est donner des nouveaux outils, bien sûr, et ça, c'est très apprécié au quotidien. C'est accompagner absolument tous les managers. Et voilà. Et pour que la direction de la transformation soit parfaitement reconnue, évidemment, il faut qu'elle soit forte elle-même, puisque son travail, c'est de changer, et le changement, comme je le disais, c'est pas naturel. Et donc, il faut aussi qu'elle fasse preuve d'exemplarité. Voilà, donc quand une direction de la transformation agit elle-même parfaitement en adéquation avec ce qu'elle prône et qu'elle est totalement au service des équipes, et bien alors on a une dynamique positive. C'est juste en... Pardon. Oui. Allez-y. Non. J'allais juste te dire qu'effectivement, je partageais ce que Jérôme et Fabienne viennent de dire. Je rajouterai 2 éléments, on va dire, propres, en tout cas, au fonctionnement Radio France. La première, c'était la capacité au moment d'enclencher ou de parler d'un sujet, à ce que cette direction de la transformation, elle aide à l'alignement de l'information, c'est-à-dire le fait du matrissage que je décrivais tout à l'heure. Pour les métiers, pour les chaînes, pour les directions, c'est parfois difficile d'obtenir, dans un contexte de transformation aussi complexe que celui que nous vivons, d'avoir des informations claires et qui soient partagées au moment où on les sort, qu'elles soient vraiment alignées et préparées. C'est un travail que nous, on fait beaucoup. Jérôme citait tout à l'heure toutes les directions qui aident à la transfo, côté RH, côté IT, toutes ces fonctions-là.
nous, on fait un gros travail à ce niveau-là d'alignement avant de sortir une info, une méthodologie, peu importe, mais ça, c'est un gros boulot et je pense que ça aide, en tout cas, à légitimer une fonction comme la nôtre, que c'est une bonne pratique. Et une autre, ça a été, vous parliez, Fabienne, de poil à gratter, et justement pas toujours apprécié, c'est de trouver, en échangeant avec les gens, des choses qui les dérangent au quotidien, qui les freinent dans leur activité, qui les parasitent, et de se dire, OK, on a le courage d'assumer que ces parasites-là, ces parasitages-là existent, on en fait des projets pour les lever. Et en fait, de pouvoir, indépendamment de la transfo, je veux dire, et donc des choses, en fait, on a appelé ça le chantier facilitation du quotidien. Ça va de la difficulté à se repérer dans la maison de la radio à des procédures de gestion ou de parapheurs qui sont encore lourdes et qui, à partir du moment qui concernent plusieurs acteurs en transverse dans l'entreprise, ont parfois du mal à prendre vie dans un projet concret qu'on met en œuvre. Ben, on les a pris en main en disant, voilà, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner sur des projets qui sont des changements qui parfois sont pas simples, etc. Mais à côté de ça, on essaie de vous soulager d'un certain nombre de choses. Et voilà, on a fait ça aussi. Voilà. Bien, parfait. Pour laisser le temps aux questions, je peut-être un dernier point chacun d'entre vous sur finalement dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Comment vous caractériseriez les défis que vous devez relever pour ancrer votre action, la légitimité, si elle demeure encore à conforter au sein de l'organisation? Très bien, vous voulez vous lancer en prospective sur la transformation? Je pense que toutes les directions de transformation ont des très beaux jours devant elles parce que le monde change beaucoup vite et on n'en est qu'au début. Donc, la direction de la transformation est là à la fois pour être capteur de tous ces changements sociétaux qu'on remarque dans le monde et pour les traduire au sein de chaque entité. Donc pour nous, ça va se traduire par physiquement encore, voilà, on va repartir sur du bâtimentaire parce que les confinements montrent que finalement le bureau physique est moins indispensable pour les équipes. On les a beaucoup interrogés, on a beaucoup concerté en interne. Et du coup, on va ouvrir nos locaux à nos parties prenantes, voilà, au terrain. Et donc, on va avoir au sein de nos équipes, au sein même de nos bureaux, voilà, des startups, des associations, pourquoi pas des TPE qu'on hébergerait temporairement. Et donc, c'est la mixité entre la politique publique d'aide économique et la politique interne d'ouverture. Voilà, donc ça, c'est un nouveau projet, c'est énorme et c'est la matérialisation aussi de ce que nous avons souhaité depuis 4 ans, c'est-à-dire avoir une administration parfaitement ouverte. Et je pense que c'est aussi un beau symbole de la fin de l'administration bunkerisée derrière des portes fermées et des guichets fermés et des process qui éloignent l'administré de l'administration. Et puis, nous avons aussi des projets de travail sur les relations intergénérationnelles parce qu'on sait qu'on travaille de plus en plus longtemps et il y a une richesse là à creuser et à travailler. Et puis, on travaille aussi évidemment sur la thématique des aidants, qui n'est pas très éloignée de la thématique des relations intergénérationnelles. Voilà, tout ça pour dire que tous ces nouveaux thèmes sociétaux qui émergent, la direction de la transformation va être là pour les absorber, pour les pré-digérer, si je peux dire, les pré-mâcher, pour qu'ensuite on puisse vraiment les intégrer au sein des équipes et faire de notre administration un organisme extrêmement vivant et puis surtout extrêmement accueillant et intégré surtout auprès des administrés. Je pense que avec cette dynamique-là, non seulement évidemment on est plus efficient, on se transforme, on est plus à même d'aborder les travails, mais enfin toutes nos tâches, mais en plus on est vraiment au cœur voilà, du service public et on redonne vraiment ces lettres de noblesse à cette administration qui, il y a quelques années, était tellement décriée. Une administration déconfinée presque. On regarde ce que vous disiez, notamment
Exactement. Belle idée de Durtir. Céline, les défis que vous avez sur l'outil, on parlait tout à l'heure un peu de la transition. Vous êtes une équipe de 5 collaborateurs. Il va falloir aussi accompagner l'évolution de ses compétences et puis porter les nouveaux projets. Comment vous voyez les choses dans les années à venir? Allez, je vais dire le premier défi, puisqu'on rentre dans la phase de mise en œuvre, c'est d'arriver à enclencher toutes ces actions de transformation et de modernisation en permettant à Radio France de tenir ses engagements de service public quant à l'accès à l'information, la culture, la musique, puisque voilà, on sait que vous êtes peut-être tous et toutes au moins auditeurs d'une de nos chaînes et que l'enjeu, c'est de vous permettre d'y avoir accès et d'avoir accès à nos propositions, à notre offre éditoriale. Donc, c'est arriver à mener ces projets-là tout en maintenant la capacité à faire, la mobilisation, l'adhésion des gens, l'adhésion des organisations syndicales, puisque ça va être à partir de maintenant un autre temps, une autre phase dans laquelle ça sera très important de les associer, de les impliquer et tous les niveaux aussi des acteurs opérationnels. Deuxième défi, vous le parliez de l'équipe, Nicolas, effectivement. Donc là, on a recomposé l'équipe avec des compétences très cœur de métier. On a fait ce choix-là, nous, de structurer une équipe en interne, proche de nos enjeux métiers de transformation. Donc, c'est arrivé là à structurer une culture d'équipe, une socle d'expertise commune. Je le disais, je parlais de conduite du changement de projet pour avoir une façon d'adresser tous nos projets de manière uniforme. Et puis, voilà, un autre enjeu pour moi, c'est d'arriver justement à montrer qu'une direction comme celle-là, en transverse, est fortement utile à l'entreprise et à son évolution permanente. On parle des changements qui font peur. Moi, j'aime beaucoup essayer de dire qu'il vaut mieux essayer de mettre tout le monde dans la dynamique d'adaptation permanente. Et pour moi, ça fera partie des éléments qui montreront qu'on aura réussi si on arrive à pérenniser cette structure et à enclencher ce changement de mentalité par rapport aux évolutions qui sont devant nous. Merci. Vous voyez comment l'avenir? Alors, l'assurance retraite avec tous les bons projets. Je vais revenir sur une expression qui m'a bien plu de Fabienne et de Céline, c'est continuer à être poil à gratter. Ça, c'est hyper important parce que si on arrive à être poil à gratter, ça veut dire que on a encore peut-être ce petit coup d'avance en termes d'anticipation des transformations sociétales aussi, qu'il va falloir continuer à observer. Donc, moi, ce que je dis beaucoup à mes équipes et aussi au DRH des CARSAT, c'est et du coup au directeur de la transformation, parce que ça commence à émerger dans les CARSAT, c'est de rester à l'écoute de ce qui se passe en dehors de notre propre écosystème. Ça, c'est hyper important. Et pour qu'on soit poil à gratter, il faut qu'on soit très ouvert sur d'autres écosystèmes et ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans le public, dans le privé, etc. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième auquel j'aimerais bien qu'on s'attaque, c'est l'anticipation de transformation liée à, on va dire, à l'automatisation, à l'intelligence, au développement de l'intelligence artificielle, etc., qui va avoir dans les prochaines années un impact très important. Et c'est vrai que le secteur public est parfois marqué par un attachement viscéral à des fiches de poste extrêmement ciblées, quasiment à la tâche. Ça fait sourire Fabienne, donc je vois que je suis pas tout seul sur ce sujet-là, et on voit bien que cet attachement à des fiches de poste, y compris dans le dialogue social, évidemment, à la tâche, où je dirais presque chaque tâche est chiffrée en termes de salaire, attaché à la tâche, ça va voler en éclats et ça va faire mal. Ça va voler en éclats parce que finalement, quand une nouvelle technologie arrive, parfois, c'est tout un métier qui est remanié. Et donc, on a besoin d'anticiper ces coûts-là et je dirais de commencer à faire bouger un peu les esprits avant déjà de faire bouger, parce que ça n'avance pas aussi vite que le disent les experts de l'IA quand même. En tout cas, moi, je ne perçois pas encore de grosses révolutions avec des robots partout, mais on essaye de toucher du doigt les choses. On commence, nous, à intégrer des chatbots RH pour commencer à acculturer finalement à ces technologies. Évidemment, la DSI de la CNAV commence à travailler sur des RPA, etc. Mais nous, il faut, au niveau de la transformation, qu'on commence à se préparer à ce mouvement-là et à faire bouger les lignes par rapport à des tâches et je dirais à des
je pense que c'est aussi un enjeu de maintien dans l'emploi hein, pour nos agents. Et pour ça, la crise, par exemple, a été un formidable levier parce que finalement, on avait quelques salariés qui étaient dans l'incapacité totale de travailler, qu'on a réussi à faire bouger en les mettant, par exemple, sur des campagnes d'appel sortant de personnes âgées qui se retrouvaient en situation d'isolement. Donc ça, typiquement, là, on aimerait bien pouvoir reproduire ce type d'initiative qui fait bouger les compétences des gens dont ce n'est pas du tout le métier, de pouvoir développer des soft skills par rapport à ça. Et là, notamment, on a un beau projet qui est en train de se développer avec la fonction publique. On est, grâce à un entremetteur de qualité, hein, pour le coup, la ministre de la Transformation publique, Amélie de Montchalin, qui nous a mis en relation. On va sans doute essayer de voir si on peut commencer à créer des synergies avec des fonctionnaires qui se retrouvent là dans la période de crise sanitaire en impossibilité de travailler pour qu'ils participent à des missions pour l'assurance retraite. Bah, je pense que c'est ces verrous-là, ces cloisons qui sont positionnés entre des mondes qui paraissent comme ça éloignés, mais qui ne le sont pas autant que ça parce qu'on est tous sur des missions de service public. Bah, de pouvoir opérer des glissements et faire bouger les esprits par rapport à ces transformations qui s'activent, qu'elles soient dues à de la transformation, qu'elles soient dues à des transformations outils, qu'elles soient dues à des crises sanitaires, qu'elles soient dues à quoi que ce soit d'autre, au développement sociétal, transformation liée finalement à des mutations du travail. Essayer de continuer sur cette voie-là. Voilà. Parfait. Merci. Je propose qu'on rentre, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, qu'on rentre dans cette petite interaction dans le temps qui nous est donné. Laurent, alors on va peut-être pas pouvoir prendre toutes les questions. Je pense que dans le livre blanc, il y a des réponses aussi à certaines d'entre elles que vous pourrez retrouver. Laurent, je te laisse. Merci Nicolas. Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions qui a trait à la structuration des équipes de direction de transformation. Alors, c'est une question qui est très légitime, mais évidemment qui demande et qui suscite beaucoup d'interrogations. Toutes ces informations-là sont dans le livre blanc, donc finalement, on les traite fortement directement dans le livre blanc. Il y a une question, par contre, qui ressort. C'est la capacité de vos directions de la transformation à intégrer des directions qui ne seront peut-être pas dans vos périmètres. Je pense par exemple à des directions, à des transformations SI, à des transformations digitales. Comment vous faites le lien avec des transformations qui pourraient avoir lieu dans vos organisations mais qui ne seraient pas sous vos responsabilités? Alors peut-être la parole à Fabienne, si c'est le cas dans votre organisation. Alors, encore une fois, nous, tout notre projet de transformation est parti avec notre déménagement. Et d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus à Saint-Ouen pour visiter et prolonger les échanges si vous le souhaitez. Et puis, nous avons aussi édité un livre de la transformation qu'on sera ravis de vous envoyer si cela vous intéresse. Mais comme on déménageait, on a pu équiper, enfin changer complètement tout notre système SI à l'occasion de notre déménagement. Donc, équiper tous les agents d'un ordinateur portable, ce qui nous a permis de mettre en place le télétravail dès le 1er janvier 2018. Et à partir de là, eh bien, les échanges ont été tout à fait naturels entre direction de la transformation et DSI. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment structuré notre façon de travailler. Et donc, le besoin utilisateur est désormais parfaitement intégré dans les projets des SI et on travaille donc en mode projet sur toutes ces questions. Donc, c'est pas, ce n'est plus, c'est moins que ce n'est plus une difficulté. Merci. Jérôme, par rapport à ce que vous disiez justement sur le développement peut-être de technologies type IA ou automatisation de certains processus, comment vous intégrez ça justement dans vos travaux à la direction de la transformation?
Ça, c'est justement notre capacité à travailler justement en synergie avec l'IT. On a fait un webinaire interne pour les salariés de l'assurance retraite il y a quelques jours avec la DSI et Cécile Dejoux sur l'impact de l'IA sur nos organisations. Je pense qu'on sera au rendez-vous si la DSI nous exprime bien finalement les projets sur lesquels elle travaille, qu'on puisse analyser avec notre direction retraite nationale aussi les impacts que ça va avoir en termes d'évolution de l'offre de service de l'assurance retraite, d'automatisation de processus de back-office, d'évolution aussi de la relation à nos clients et notamment la digitalisation, le développement des services en ligne crée beaucoup de transformations par rapport à ça pour que nous, on soit en anticipation et qu'on puisse accompagner tout ça. Après, de manière beaucoup plus présente et de manière concrète sur ce qu'on a déjà fait, rien que l'intégration à l'échelle de toute l'assurance retraite d'Office 365 dans notre quotidien. Et franchement, c'était une bonne idée de la DSI parce qu'on s'est beaucoup servi des outils collaboratifs pendant le confinement, enfin pendant les confinements. Ça demande aussi beaucoup d'accompagnement, que ce soit de la formation, que ce soit de l'acculturation et de l'utilisation. Moi, je crois beaucoup à l'acculturation par l'usage. Et essayer de faire utiliser aux salariés tous ces nouveaux outils en les rendant indispensables dans le quotidien, qu'on arrive aussi à accompagner ces mouvements. On a un réseau social d'entreprise depuis 2015. Aujourd'hui, il est complètement intégré dans nos processus de travail. Et je pense que tous les salariés sont connectés, alors que quand je l'ai présenté, je me souviens en 2015 au CE, on me disait mais vous êtes complètement barjot, quoi. À quoi ça nous sert ça au quotidien? Enfin, vous êtes dans un truc qui sert à rien pour sembler moderne, alors que ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, les salariés, ils sont plus que moi. D'accord, merci Jérôme. Une question peut-être pour Céline, et vous en avez tous parlé. Vous avez dit que les directions de la transformation ne devaient être ni de la cosmétique, ni trop en leadership. En même temps, Fabienne disait qu'il fallait être toujours en tête de pont avec les meilleures bonnes pratiques et que ceux qui faisaient étaient ceux qui savent. Céline, j'ai une question par rapport à vous aussi, avec une direction peut-être qui est moins grande, mais dans un environnement qui est très complexe. Comment justement vous arrivez à tenir cet équilibre entre à la fois porter un projet fort et donc qui demande du leadership et en même temps être dans la conciliation, l'horizontalité avec justement des instances ou un dialogue social qui doit être très nécessaire. On va laisser la parole à Fabienne également sur ce point peut-être. C'est une vaste question, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime depuis le début, cette complexité, parce que je le citais par rapport à la volonté de créer et d'afficher cette mission en 2018, c'est une volonté de direction générale. Donc, comment est-ce que, à la fois en portant de manière assumée cette position et ce rôle, on se rend aussi proche des équipes et en position d'accompagnement. On a parlé d'un certain nombre de choses, l'humilité. Il y a un énorme axe, c'est la posture. C'est ça, je pense, la posture et la compétence, mais la posture presque avant, j'ai envie de dire. La façon dont on s'adresse aux différentes directions, la façon dont on les valorise aussi. Quand vous avez parlé tout à l'heure, dans la question précédente, de la relation, par exemple, avec une fonction comme l'IT, typiquement, nous, dans l'entreprise, on a une perception parfois à améliorer, on essaye au maximum de les valoriser sur les projets. Donc, en fait, c'est à chaque fois avoir un regard par la connaissance de l'entreprise, des acteurs, de leur positionnement et de leur perception réciproque, et d'essayer d'être en facilitateur pour positionner les uns les autres et essayer de les aider à lever leurs propres difficultés, en fait. Donc, il y a à la fois cette position-là qui nous légitime beaucoup, et puis après, s'appuyer sur des relais qui nous dépassent. On parlait tout à l'heure, par exemple, du rôle de la communication. Nous, on essaie de se focaliser sur la communication de transformation, donc proche des projets, et de laisser cette communication plus stratégique de direction générale à la direction de la communication. Et donc, on essaye de justement se positionner au bon niveau dans nos communications, dans les instances, et de faire attention à qui prend la parole sur quoi. Ça vaut aussi au sein de l'équipe. Donc ça, ce que je décrivais, c'est au niveau du fonctionnement global.
et ça marche aussi dans l'équipe, justement, d'avoir des rôles un peu clairs. Voilà. Même si c'est pas simple. D'accord, merci beaucoup Céline. Une dernière réaction avant de clôturer ce webinaire. Oui, je crois que les directions de la transformation font la preuve par l'action. Voilà, dans les lycées franciliens, il y a plus de 8500 agents qui sont plutôt de catégorie C et nous leur avons distribué des tablettes numériques qui sont dotées d'applications métiers qui leur permettent de mieux travailler, de mieux rendre compte, etc. Donc ça, c'est vraiment le progrès professionnel au sein des métiers. En GPEC, ça va nous permettre évidemment de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de progressivement faire rentrer l'IA, y compris dans les métiers des lycées, c'est-à-dire on va sans doute robotiser et grâce à l'acculturation que nous réalisons maintenant, nous voyons l'appétence et la capacité de nos agents à eux-mêmes entrer dans l'ère du numérique. Et puis, on a fait une application RH par le système d'intrapreneuriat. Et comme vous, quand on a parlé d'intrapreneuriat il y a 2 ans, on regardait avec des yeux ronds, mais quoi, comment, pourquoi, etc. Et on a fait la preuve, une personne qui était ergonome est devenue directrice de start-up quasiment en 6 mois, en économisant à la fois du temps et de l'argent à la collectivité et en produisant un outil qui correspond à 100% aux besoins des utilisateurs, y compris donc les utilisateurs des agents des lycées qui ont simplement une sémantique un petit peu différente. Et c'est simplement en écoutant cela qu'on s'adapte et on se rend compte qu'ils ont des capacités immenses et inexplorées. Donc voilà, je pense que c'est la preuve par l'action. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Bah, écoutez, on va arriver au terme de ce webinaire. Hein. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos contributions très riches, ces échanges. Pour approfondir l'occasion de tout voir, je vous invite à prendre connaissance du livre blanc hein, qui vous sera communiqué prochainement. Vous pouvez télécharger, où notamment il y a des réponses hein, de manière plus fine, plus précise autour des 12 structures, et notamment les vôtres, sur les missions, les services rendus, les effectifs, les compétences, le positionnement dans l'organisation de chacune de ces entités. Et on voit bien que les configurations sont extrêmement variées. On envisage également de faire un deuxième webinaire si vous êtes intéressé. D'autres contributeurs hein, prochainement, parce qu'on voit la question. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je remercie donc Fabienne, Céline et Jérôme vivement. Moi, je retiens, malgré vos configurations, vos enjeux un peu différents, vous êtes tombés d'accord sur de nombreux sujets, et notamment un qui est qu'il faut continuer à être un poil à gratter pour ces directions dans vos organisations. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et d'envie pour continuer et poursuivre ce rôle. Et je remercie les participants d'être venus à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée. Très bonne journée. Merci.